On me dit, est-ce que l'Algérie deviendra membre du Conseil de la paix de Donald Trump? D'abord, pour le devenir, il faut payer de l'argent. J'ai pas l'impression que l'Algérie devrait devenir. L'Algérie, peut-être, n'aura pas le choix, puisqu'après Gaza, on voit avec les négociations sur le dossier du Sahara occidental, il est possible que Donald Trump intègre la question du Sahara occidental au niveau du Conseil de la paix. Et le Maroc le souhaite. Le Maroc, sa stratégie actuelle, et de poser le problème du Sahara occidental au niveau du Conseil de la paix de Donald Trump, de contourner l'ONU et d'obtenir cette reconnaissance officielle via le Conseil de la paix de Donald Trump. Beaucoup d'experts disent qu'il pourrait devenir le concurrent direct de l'ONU. Moi, je pense que l'Algérie, elle a tout à gagner à intégrer le Conseil de la paix. Il ne faut pas laisser le Maroc dominer ou avoir l'exclusivité des bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique. Il ne faut pas que le Maroc soit le seul pays ami des États-Unis au Maghreb, en Afrique du Nord. La question ne s'est pas encore posée, puisque pour le moment l'Algérie elle est observatrice, elle assiste les négociations autour du dossier du Sahara occidental. L'Algérie devra sauter le pas et adhérer au Conseil de la paix. Mais pour le moment, la question n'est pas posée. L'Algérie elle a soutenu un principe qui était valable durant les années 70, dans le monde des années 70, mais aujourd'hui c'est pas une option réaliste. Moi-même je suis pour l'autonomie, parce que c'est la solution la plus réaliste. Charloma sur YouTube, on me dit, est-ce que l'Algérie deviendra membre du Conseil de la paix de Donald Trump? Je ne crois pas, franchement non. Je ne crois pas qu'elle va le devenir. D'abord, pour le devenir, il faut payer de l'argent. J'ai pas l'impression que l'Algérie devrait le devenir. Enfin, je ne crois pas, mais j'en suis pas sûr. C'est possible, voilà, c'est possible. C'est possible parce que l'Algérie, peut-être, n'aura pas le choix, puisqu'après Gaza, on voit avec les négociations sur le dossier du Sahara occidental, il est possible que Donald Trump intègre la question du Sahara occidental au niveau du Conseil de la paix. C'est-à-dire que pour résoudre définitivement ce conflit, il est tout à fait possible pour l'administration américaine de l'inscrire à l'ordre du jour de l'agenda du Conseil de la paix, et le Maroc le souhaite. Le Maroc, sa stratégie actuelle est de poser le problème du Sahara occidental au niveau du Conseil de la paix de Donald Trump, puisque l'ONU, parce que l'ONU ne veut pas reconnaître, encore une fois, la marocanité du Sahara occidental, et elle refuse de reconnaître officiellement, elle refuse pour le moment, elle n'a pas franchi le pas pour reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. La stratégie marocaine est de contourner l'ONU et d'obtenir cette reconnaissance officielle via le Conseil de la paix de Donald Trump, qui est aujourd'hui, beaucoup d'experts disent qu'il pourrait devenir le concurrent direct de l'ONU. Puisque le Conseil de la paix, après le problème palestinien-iranien, il est question de l'actionner pour résoudre tous les conflits à travers la planète grâce à la médiation américaine ou sous l'égide des États-Unis d'Amérique ou dans le cadre de négociations, dans le cadre d'une intervention américaine pour mener des négociations. Et le Conseil de la paix, son rôle, qui sera géré par des puissances amies des États-Unis d'Amérique pour, par la suite, ces puissances amies vont appuyer, financer, soutenir les efforts américains, la doctrine géopolitique américaine dans le monde. Moi, je pense que l'Algérie, elle a tout à gagner à intégrer le Conseil de la paix. Moi, je ne suis pas du tout opposé. Moi, je l'ai dit et je le redirai. Les intérêts de l'Algérie sont avec l'Occident. Les rôles comme les intérêts de l'Algérie sont avec la Chine et les Russes, où il est fou, où il est malhonnête, où c'est pas un patriote, où il est inconscient. Il ne connaît pas suffisamment, il ne comprend pas suffisamment les intérêts de l'Algérie et les particularités, et on va dire les particularités et les spécificités des intérêts de l'Algérie. Nous sommes économiquement proches de l'Occident, nous sommes économiquement dépendants de l'Occident, nous sommes économiquement et culturellement et géographiquement et historiquement liés à l'Occident. Nos relations avec la Russie et la Chine sont superficielles par rapport à l'intensité et à la profondeur de nos relations avec les pays occidentaux. Et je crois que intégrer le Conseil de la paix pour l'Algérie, c'est une très bonne idée. Il ne faut pas laisser le Maroc dominer ou avoir l'exclusivité des bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique. Il ne faut pas que le Maroc soit
le pays, le seul pays ami des États-Unis au Maghreb, en Afrique du Nord. L'Algérie, je pense, elle a intérêt. La question ne s'est pas encore posée, puisque pour le moment, l'Algérie, elle est observatrice, elle assiste les négociations autour du dossier du Sahara occidental, mais je crois qu'à un moment donné, l'Algérie devra sauter le pas et adhérer au Conseil de la paix. Mais pour le moment, la question n'est pas posée. Alors, Yaya qui nous dit, mais c'est l'Algérie qui bloque l'Union du Maghreb. Non, on ne peut pas dire que c'est la faute uniquement de l'Algérie, Yaya. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a une responsabilité commune à l'Algérie et au Maroc. Le Maroc, à travers sa position aussi expansionniste durant les années 70, n'oublions pas que le Maroc avait réclamé, ne reconnaissait pas la Mauritanie, qu'il avait des vues sur le territoire mauritanien, qu'il y avait aussi la guerre des sables 1963, qu'il avait des vues sur ce que les Marocains, ce que certains lobbies marocains ou cercles politiques marocains parlent du Sahara oriental. Le Maroc a aussi pratiqué une politique qui a beaucoup déstabilisé le Maghreb après l'indépendance. Les torts sont partagés. Je dis bien que les torts sont partagés. Il n'y a pas que le problème du Sahara occidental qui bloque le Maghreb. La rivalité, le conflit algéro-marocain bloque le Maghreb. Ce conflit ne s'articule pas essentiellement et uniquement autour du Sahara occidental. Il y a énormément de divisions, de divergences, notamment la gestion des frontières, la lutte contre l'immigration clandestine, la lutte contre la drogue, la question des Algériens expulsés du Maroc, la question des Marocains et des Marocains expulsés d'Algérie, la rivalité politique et géopolitique et économique. Il y a pas mal de sujets qui nécessitent des véritables négociations. Ils ne sont pas des sujets graves. Rien n'est grave dans la vie si on s'assoit et si on se met autour d'une table pour discuter d'un compromis. Si on accepte le compromis, rien n'est grave en soi. Mais on ne peut pas imputer à l'Algérie la seule responsabilité d'empêcher le Maghreb. C'est complètement faux. L'Algérie, elle a soutenu un principe qui était valable durant les années 70. Dans le monde des années 70, la liberté des peuples à décider de leur propre destin, ou le droit à l'autodétermination des peuples était légitime, était même noble. Maintenant, le monde des années 70 n'est pas le monde des années 2000. Peut-être que la question du Sahara, peut-être peut-être si j'étais né en 75 ou 76, j'aurais peut-être soutenu le droit à un État indépendant qui s'appellerait le Sahara occidental. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout une option réaliste. Moi-même, je suis pour l'autonomie. Je suis pas pour l'autonomie parce que je suis soumis au Maroc ou parce que je travaille pour le Makhzen, comme le disent mes détracteurs du régime algérien. Je suis pour l'autonomie parce que c'est la solution la plus réaliste. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien que depuis au moins 2 décennies, depuis au moins une décennie, depuis 2011-2010, des États entiers, beaucoup plus anciens, beaucoup plus authentiques, comme le Niger, comme le Mali, comme le Burkina Faso, ont du mal à se protéger, à survivre face aux menaces sécuritaires, face aux menaces protéiformes, face aux menaces climatiques, économiques, etc. Comment voulez-vous qu'un pays de même pas 400 000 habitants pourrait survivre dans un monde dangereux, marqué par les menaces du narcotrafic, du terrorisme, des ingérences étrangères, de Daesh, d'Al-Qaïda, c'est pas possible. C'est pas réaliste. Mais le monde des années 70 était complètement différent. On ne peut pas juger le Maghreb de 75 à 85 avec les mêmes notions, ou avec les mêmes outils, ou avec la même idéologie que nous employons, que nous utilisons ou à laquelle nous adhérons en 2026. C'est 2 mondes complètement différents. Mais vraiment, 2 mondes complètement différents. Donc il ne faut pas mélanger les genres. L'Algérie n'est pas la seule responsable de l'absence de l'unité du Maghreb. Le Maroc aussi, il a sa part de responsabilité. Et je dirais, moi, franchement, il y a quand même une nécessité pour ces 2 pays de négocier un compromis. Il faut que les 2 pays acceptent un compromis. Là, je suis très objectif. Franchement, je suis objectif. Tu peux pas me dire que je suis pas objectif parce que n'oublie pas que c'est le Maroc qui a attaqué l'Algérie en 63. N'oublions pas ça. N'oublions pas ça. La guerre des sables, elle explique jusqu'à aujourd'hui, elle cimente un petit peu le conflit algéro-marocain. N'oublions pas que le Sahara occidental, que le Maroc a fait la marche verte. Certes, c'était un processus pacifique. Mais n'oublions pas qu'il y avait un problème il y avait un projet expansionniste marocain en Mauritanie, au niveau du Sahara oriental, algérien. Donc, il y a des problématiques. Le Maroc aussi, il a une part de responsabilité. Et là,
je cherche vraiment à être objectif. Pour moi, les torts sont partagés et les solutions ne passent que par un compromis que les deux pays doivent accepter. Alors, sur YouTube, on me dit, Fellout, Israël et les États-Unis doivent-elles adopter la même diplomatie vis-à-vis de l'Algérie que celle envers l'Iran? Non, 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 pas du tout. Pas du tout, non, non, non. L'Algérie n'est pas une puissance qui menace les États-Unis et Israël comme l'Iran. L'Algérie n'a pas des missiles balistiques qui peuvent atteindre Tel Aviv. L'Algérie n'a pas un programme nucléaire pour fabriquer 10 à 9 bombes nucléaires avec la possibilité ou l'ambition de les balancer sur Tel Aviv ou sur Israël. Pas du tout. Non, pas du tout, c'est pas possible. C'est pas vrai. L'Algérie ne menace pas Israël. Il faut savoir qu'il y a eu des contacts permanents entre l'État algérien et l'État israélien, durant les années 90 notamment, avant les années 90. Et dans les coulisses, il y a eu des canaux sécuritaires, il y a eu des canaux diplomatiques, il y a eu des canaux politiques. L'Algérie n'est pas un pays foncièrement anti-israélien, il est antisioniste dans le discours, dans la pratique, dans le discours public, sur la place publique, dans le langage médiatique. Mais c'est pas un pays l'Algérie ne finance pas des groupes armés ou des mouvements politiques qui font des attentats en Israël ou qui menacent les soldats israéliens ou qui menacent l'armée israélienne. C'est complètement faux. L'Algérie ne le fait pas. D'ailleurs, depuis octobre 2023, quand il y a eu les événements d'octobre 2023 et l'attaque du Hamas, l'Algérie a coupé avec le Hamas. L'Algérie a observé une neutralité absolue vis-à-vis du Hamas, voire même une distance. On l'a même révélé, nous. Il y avait même des responsables du Hamas qui cherchaient à s'exiler, à fuir pour se réfugier dans un pays, pour se réfugier dans des pays arabes. Et il y avait un haut responsable du Hamas qui a été proposé par l'autorité palestinienne à l'Algérie pour qu'il soit accueilli, pour qu'il soit protégé. Et Al-Majid Tebboune, le régime Tebboune a refusé. Aucun responsable du Hamas n'a été recueilli ou accueilli en Algérie. L'Algérie a refusé d'accorder le refuge à tous les responsables du Hamas. C'est complètement vrai. L'Algérie n'a jamais cautionné l'attaque d'octobre 2023. Il faut dire la vérité. L'Algérie n'a jamais applaudi. Elle reconnaît aux Palestiniennes et aux Palestiniens le droit à la résistance. Elle reconnaît aux Palestiniens et aux Palestiniens le droit de lutter pour leur indépendance, mais elle ne soutient pas les attaques contre les civils. Elle n'a jamais cautionné des attentats ou des attaques contre les civils. Elle n'a jamais armé le Hamas. Elle a invité le Hamas en 2022 dans le cadre pour riposter à la normalisation entre Israël et le Maroc et à l'alliance militaire entre Israël et le Maroc. L'Algérie a juste voulu réconcilier le Hamas avec l'autorité palestinienne, a juste voulu relancer la question palestinienne, mais pas avec des actions armées ou des actions terroristes, etc. L'Algérie n'est pas une puissance qui dérange ou qui menace les intérêts américains ou les intérêts israéliens. L'Algérie, encore une fois, est une puissance défensive. Elle a une stratégie défensive. Elle cherche juste à se protéger et à garantir le défi de l'Algérie. D'ailleurs, c'est un défi sérieux, on en parlera plus tard si vous voulez. C'est que l'Algérie est un grand pays qui a une population qui ne cesse de se développer, plus de 50 millions d'habitants bientôt. C'est le plus grand pays d'Afrique, avec beaucoup de ressources, avec d'immenses territoires, avec d'immenses frontières, avec une grande façade méditerranéenne, avec une grande façade sur le désert et le Sahara. Le défi de l'Algérie, c'est comment rester unis et stable dans le monde de demain. C'est pas le défi de l'Algérie. L'Algérie n'a pas la capacité de devenir une puissance hégémonique. C'est-à-dire, elle n'a pas la capacité de devenir la Turquie, l'Iran, les Émirats ou le Qatar. L'Algérie, elle veut juste trouver sa place, garantir ça, parce que le défi de l'Algérie, c'est comment mobiliser les ressources économiques, mais aussi politiques, et idéologiques aussi, parce qu'il faut de l'idéologie, il faut un projet de société, il faut des idées, il faut une culture, pour garantir sa propre sécurité, sa propre unité. L'Algérie, elle a peur d'elle-même, parce que derrière cette agressivité, le régime algérien donne l'impression qu'il est agressif, etc., qu'il est, comment dirais-je, qu'il est brutal, qu'il est provocateur. Derrière cette phase, derrière ce caractère turbulent, il y a un régime qui a peur. C'est la peur qui gouverne Yajma'at al-Khair, qui gouverne, qui prête et qui détermine les décisions des décideurs algériens. C'est pas le courage, c'est la peur. Les décideurs algériens, ils ont peur. Ils ont peur que le MAC ne soit soutenu pas. C'est le cas.
Il y a une partie de la droite et d'extrême droite israélienne qui soutient beaucoup le MAC. Ils ont peur que la Kabylie ne fasse cession. Ils ont peur que le séparatisme se développe en Algérie. Ils ont peur que le séparatisme touareg. Pourquoi l'Algérie n'est pas d'accord avec les militaires maliens quand ils veulent désintégrer, quand ils veulent neutraliser tous les groupes armés touareg maliens? Parce que l'Algérie a peur que les groupes armés vont se replier sur son territoire, qu'ils vont se faufiler au sein de la population touareg, que les idées, que le projet séparatiste touareg émerge au Grand Sud. L'Algérie a peur pour son intégrité territoriale. C'est une peur vraiment sérieuse, que peut-être les partenaires ou les voisins de l'Algérie peinent à comprendre. Mais vraiment peinent à comprendre. Mais c'est ça la vérité. C'est un pays qui a profondément peur. Souvent, les gens, on peut retrouver ce comportement chez certains grands voyous, chez certains grands délinquants, derrière leur façade de voyous, etc. Il y a quoi? Il y a d'abord il y a une volonté, ou un désir plutôt, il y a un désir profond de se protéger contre un sentiment d'insécurité. Voilà. Il y a un sentiment d'insécurité, Ashma'at al-Khair.